Bien, donc je vais parler de réindustrialisation. Certains considèrent que c'est un vœu pieux, d'autres disent que ça a commencé. Je pense que la situation est assez compliquée. Je vais essayer de la traduire en chiffres, mais ce qui est surtout important ensuite, c'est qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, qu'est-ce qu'il y a comme menace aussi sur la réindustrialisation et quelles seraient les conditions de réussite, et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Alors d'abord, ça fait longtemps que la France se désindustrialise. On a perdu en gros entre 1975 et 2010-15, on a perdu 3 millions d'emplois industriels, ce qui est énorme puisque c'est plus de la moitié, enfin c'est presque la moitié. Et je vais vous montrer ça avec une première courbe. Il n'y en aura pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Ça, c'est la part de la valeur ajoutée de l'industrie. Dans ce cas-là, l'industrie, ça comprend aussi l'énergie en France. Et comme vous voyez, c'est passé de 25% à 12,5%. Et ça il y a un petit creux avec la Covid, mais ça remonte maintenant un petit peu enfin. On peut dire que c'est stabilisé depuis 2010 et on a démarré une petite remontée. Je ne suis pas sûr qu'en 2024, fin 2024, on soit encore en croissance avec tous les événements que la France a connus. Ça a évidemment eu une conséquence. Une autre manière de le regarder, c'est les emplois industriels. Donc là, c'est de 1995 à 2024. Et là, comme vous pouvez le voir, ça remonte légèrement depuis, c'est stabilisé on va dire depuis 2010 et ça remonte légèrement, c'est à peu près 100 000 emplois de mieux, mais bon, quand on en a perdu 3 millions, c'est bien, mais c'est pas encore beaucoup. Alors quand on se compare aux autres pays, en particulier les autres pays européens, en marron vous avez l'Allemagne, vous voyez aussi l'Italie en marron foncé. En noir, c'est la moyenne de l'Union européenne. En bleu, presque en bas, c'est la France. Et ça, c'est la part de la valeur ajoutée par l'industrie manufacturière, dans ce cas-là, en France, son évolution, là encore, de 1995 à maintenant. Ce que vous voyez aussi, c'est que les États-Unis en vert et la Grande-Bretagne en noir sont à peu près comme nous. Je dirais que la situation aux États-Unis est probablement encore plus grave. Voilà. Donc on a fait moins bien que le reste de l'Europe, et ça c'est quand même assez préoccupant parce qu'on est quand même dans le même espace économique. Alors ça c'est l'image la plus noire de l'industrie en France. C'est quoi? Ça mesure la compétitivité de la France au travers de la part des exportations qu'on a dans les exportations européennes. C'est les exportations de l'Europe en dehors de l'Europe. Et si on avait été aussi compétitif que les autres, ce serait une courbe plate. Or, ça descend, ça veut dire qu'on a perdu de la compétitivité à l'exportation. Et ça, c'est c'est un indicateur particulièrement important et inquiétant. Et comme vous le voyez, ça remonte tout petit peu à la fin, mais après un écroulement en 2000 avec la crise du Covid. Alors, qui sont les secteurs qui vont bien et qui sont les secteurs qui vont pas bien? Alors, vous avez de la chance parce que avec Toulouse, pas loin, vous êtes quand même proche de l'une des industries qui va vraiment bien, construction aéronautique et spatiale. La chimie, mais surtout les parfums, les cosmétiques, ça va bien aussi, c'est-à-dire que c'est des industries qui continuent d'exporter. Matériel militaire, un petit peu. L'agroalimentaire, c'était très positif en échange de biens, ça l'est moins maintenant, comme vous voyez. Donc c'est une industrie où on était très fort et où on recule. Et puis après, il y a les industries qui vont pas bien du tout sur ce critère-là, l'industrie automobile, l'informatique, l'électronique, les produits métallurgiques, et ceci, si on descend encore un petit peu sur les machines industrielles, les machines-outils. Donc c'est pas brillant, et ça se traduit, comme vous le voyez un petit peu plus haut, par les produits manufacturés, donc l'industrie manufacturière sur lesquels on est déficitaire.
On est très déficitaire sur le pétrole et le gaz. Bon, ça, c'est pas une surprise. Par contre, on est positif sur les services, mais ça suffit pas. Et on est le seul grand pays européen à être négatif sur le solde des échanges en France. Ça, c'est pas une très bonne idée. C'est vraiment une situation inquiétante. Alors, si on se compare encore aux États-Unis, les États-Unis, c'est catastrophique. Hein. Ils sont, vis-à-vis de l'Europe, ils perdent de l'ordre de 900 milliards d'échanges par rapport à l'Europe. Donc l'Europe est au global beaucoup plus compétitive que les États-Unis. On n'a pas forcément ça en tête et je préfère toujours le préciser. Donc il y a un problème français dans l'Europe. Par contre, l'Europe, pour l'instant, se débrouillait pas mal. Ça pourrait changer avec ce qui est en train de se passer avec l'administration Trump. Alors pourquoi ? Je vais essayer de développer un peu le pourquoi, parce que pour trouver des solutions, il faut d'abord savoir exactement où est le problème. Le premier problème, celui-là, il est connu depuis longtemps, et bizarrement, on a du mal à vraiment agir dessus, c'est que l'industrie en France est chargée en taxes, et certains disent oui, mais il y a beaucoup de subventions, donc ça, c'est un graphique qui montre pour différents pays le solde, cotisation employeur, impôt de production, moins les subventions à l'industrie. Et ce que vous voyez, c'est que la France est complètement décrochée des autres pays européens. C'est pas une question de prestations sociales, parce que si vous regardez la Suède, mieux que nous, la Finlande, beaucoup mieux que nous, le Danemark, beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est des pays dont l'industrie va bien. Donc c'est manifestement un paramètre qui compte. L'Allemagne est aussi bien mieux que nous, avec des compromis un petit peu différents. Ensuite, les autres causes. Donc la deuxième autre cause, elle peut surprendre un peu, mais en France, dans l'industrie par rapport à en Allemagne, dans l'industrie, on travaille 2 semaines de moins dans l'année. Donc 2 semaines sur une cinquantaine, c'est quand même 4-5% d'écart de temps de travail. Évidemment, ça se paye. C'est la même chose avec d'autres pays, et ça compte. Le résultat de moins de temps de travail et des charges plus lourdes sur les entreprises font que les entreprises françaises se sont pas mal développées hors de France. En Europe, en particulier Roumanie, Europe de l'Est, mais aussi à l'extérieur. Alors quand on regarde des statistiques là-dessus, c'est compliqué parce qu'il y a des bonnes raisons si vous voulez vendre des voitures au Brésil, il faut s'installer au Brésil, quoi. Si vous voulez vendre des voitures en Chine, il faut s'installer en Chine. Vous pouvez en vendre un petit peu plus après en importation, mais là il faut suivre. Par contre, quand vous allez en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne, etc., vous y allez parce que les conditions économiques sont bien meilleures et la productivité est pas très différente, voire équivalente. La quatrième cause, c'est les dépenses de recherche et développement. Ça, c'est, je pense, particulièrement grave, parce que ça, c'est le futur. Donc la France dépense à peu près 2,2% de son produit intérieur brut en recherche et développement. L'Allemagne, 3,2%. Et des pays comme la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, tous ces pays-là dépensent beaucoup plus que nous en recherche et développement. Alors l'État en finance une bonne partie. Ça avait énormément baissé jusqu'à 2017-2018, c'est remonté depuis, mais ça ne nous amène pas au niveau de nos voisins du nord de l'Europe. Et ça, c'est un handicap pour le futur. On a quand même des grands centres de recherche qui se débrouillent bien malgré ces financements inférieurs. Une autre cause, c'est aussi que l'industrie française, en général, fait moins de recherche et développement que c'est le cas, par exemple, dans le nord de l'Europe. Et ça, c'est du côté des entreprises que ça se passe. Le cinquième point, qui est le quatrième dans ma liste, là, le premier étant les charges, hein.
c'est la politique industrielle et le support à l'innovation. Alors ça, c'est un domaine sur lequel, avec l'Académie des technologies, on est en train de travailler. Ça, c'est le domaine sur lequel France 2030, je rappelle, c'est un plan France 2030 de 2022 à 2027, et c'est un plan d'investissement de 54 milliards de francs, d'euros, donc c'est très significatif. Ce plan, il est là pour stimuler de l'innovation, accompagner des innovations qui débutent, mais avant ça, on n'avait pas fait grand-chose. Alors je vais parler d'un exemple qui me tient particulièrement à cœur, c'est avec les voitures électriques, il faut des batteries. Renault avait démarré parmi les premiers au monde avec Nissan et avec Tesla pour des voitures électriques, mais il fallait à l'époque, quand je suis rentré du Japon pour aller revenir chez Renault, tu es allé voir le ministère de l'Industrie en disant c'est un truc vraiment important. Ça c'est 2008. Pendant ce temps-là, en Chine, au Japon et en Corée, dès 2003-2004, les industriels et en Chine, l'État chinois mettait énormément d'argent dans la recherche et développement sur les batteries. Ils sont aujourd'hui complètement dominants. Dès 2011-2012, ils sortaient les premières voitures, mais comme Renault qui sortait la Zoé en 2012, comme Tesla qui sortait la Model S en 2012, et comme Nissan qui sortait la Leaf en 2012 aussi. Donc là, on était encore à peu près dans le coup sur les voitures, mais déjà plus dans le coup sur les batteries. On a laissé passer ce train-là, et aujourd'hui, sur un composant majeur, eh bien, c'est la Chine qui a la technologie avec le Japon et avec la Corée. On dépense des milliards pour essayer de rattraper ce train avec des usines dans le nord de la France, mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'il y ait des usines chinoises en Europe, parce qu'au moins on aura l'emploi, et puis il faut travailler sur les batteries de nouvelle génération qui arriveront après, et là il faut mettre beaucoup d'argent, et ben c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc la politique industrielle et le support à l'innovation, je dirais, ça s'est beaucoup amélioré, ça reste, on a un handicap sur les 30 années précédentes, et je suis pas sûr que ce qu'on fasse aujourd'hui soit suffisant pour rattraper ça. Dieu merci, dans d'autres domaines, ça évolue bien. La France 2030, c'est quand même une belle opération. Donc, c'est un domaine dans lequel on commence à aller mieux. Et le dernier, le financement du passage à l'échelle industrielle, c'est un grand problème européen qui a été mis en évidence par le rapport Draghi, qui dénonce justement le retard qu'est en train de prendre l'Europe, en particulier dans les recherches amont et le passage à l'industrie. Et là, ma conviction, c'est que ça ne peut pas être que la France, il faut que ce soit un grand financement européen. Et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Voilà sur les causes. Donc maintenant, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, les menaces, il y en a pas mal, et les opportunités, il y en a heureusement aussi. Alors, les menaces, d'abord, on pourrait dire, c'est Trump, Xi Jinping, la Chine, et Poutine, si je personnalise beaucoup. Dans deux cas au moins, Trump et Poutine, on peut personnaliser, parce que c'est vraiment comme ça. Et ça, c'est une compétition économique. J'ai mis monétaire, on n'aurait pas dit ça il y a quelques mois, mais avec Trump, c'est en train de devenir aussi une compétition industrielle, évidemment, technologique, et avec Poutine, militaire, clairement. Ils sont en train de dépenser un argent colossal à construire des chars, des avions, des canons, des drones, etc., etc. Il n'y en a pas que pour l'Ukraine là-dedans, c'est une menace qui dépasse largement l'Ukraine et à laquelle il va falloir être capable de répondre, surtout si Trump dit « débrouillez-vous ». Le deuxième sujet, c'est les crises sociales et politiques. Ça aide pas. C'est clair que le fait que l'Europe soit un peu paralysée sur ces sujets-là, alors que beaucoup de décisions vont dépendre de l'Europe, c'est un sujet. Le fait que les populismes progressent un peu partout en Europe, ça paralyse l'action. Et ça, c'est un sujet. Trump, c'est quand même aussi le résultat d'une crise sociale américaine.
et on voit que ça peut mal se terminer. Malheureusement, les crises sociales des années 30 ont donné Hitler, Mussolini et d'autres. Le troisième point que j'ai mis ici, c'est un point qui est derrière la victoire de Trump, hein, le déni de la science et des faits établis. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement criant aux États-Unis, mais qui commence à progresser en France aussi. Enfin, je veux dire, les mouvements anti-vaccins au moment du Covid, le déni de la science, le fait qu'on constate que dans l'éducation, il y a moins de gens qui vont vers les sciences, technologies et mathématiques. Tout ça, c'est lié, et ça, c'est quelque chose de profond qu'il ne faut surtout pas laisser se développer, parce que là, sinon, je pense que même la démocratie, à la fin, est en danger au-delà de l'industrie. Et enfin, il y a deux grandes opportunités dont je vais parler. Il y en a d'autres, mais je vais surtout développer la suivante, la transition écologique et énergétique. Pourquoi ? Parce que ça change le jeu, ça redistribue les cartes. Et quand on redistribue les cartes, si on n'a pas été très bon sur les phases d'avant, on a une chance de devenir bon dans les phases nouvelles. Et donc, je vais développer un petit peu ce point-là. Je ne développerai pas, mais s'il y a des questions, je pourrais le développer aussi, sur le numérique et l'intelligence artificielle, qui sont une autre belle opportunité, mais sur lequel il faut qu'en Europe, on ait la souveraineté des outils qui vont avec. On a des très bons cerveaux en intelligence artificielle, il nous manque de l'infrastructure, et donc il va falloir s'occuper de ça. Voilà. Alors, si je reviens sur le climat, on connaît, je pense, à peu près tout ça maintenant. La planète se réchauffe, on est parti pour au moins 2 degrés C, on est déjà à 1,4 degré, 1,5 degré, et si on fait rien, on finira par arriver un jour à 4 degrés C. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, là, les augmentations de température. Quand c'est très foncé, c'est 5 ou 6 degrés de plus, hein. Il n'y a plus de banquise au pôle Nord, et il se passe beaucoup de choses qui sont assez vilaines dans tout le nord des États-Unis, de la Russie et de l'Europe. Et les populations en Inde, certaines populations en Afrique, en Amazonie, etc., ne pourront pas rester. Il y aura trop de journées à plus de 50 degrés, ce qui est humainement non tenable. Et on sait ce qu'il faut faire, il faut réduire les émissions de gaz carbonique, CO2 et de méthane. Et il y a des solutions, comme je vais le développer maintenant. Donc ces solutions, il y a beaucoup de choses sur l'énergie, beaucoup de choses sur l'usage des sols. Évidemment, il faut que l'industrie suive ça et qu'elle se transforme elle aussi, dans les villes, dans le bâtiment, et dans les mobilités routières, les avions, etc. Et ça peut se faire pour beaucoup avec des évolutions technologiques. Quand on dit évolution technologique, à la fin, pour que ça ait un effet, c'est des industries qui se transforment, des industries nouvelles qui arrivent, avec les modes d'usage, évidemment. Quand on fait un peu moins de voitures, un peu plus de trains, un peu moins d'avions, un peu plus de trains, c'est clair que ça améliore aussi les choses, mais il faut pas imaginer que ça ait un potentiel pour tout résoudre. Ça doit en faire partie. Puis les comportements qui ont aussi un rôle, mais pas un rôle dominant, je dirais, dans cette transformation. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les technologies là-dedans et l'industrie qui va avec ces technologies, qui transforment une technologie entre un objet, une idée, une conception, en un objet qui va être produit en masse et produire des effets et des effets en masse. Donc je vais développer un petit peu le point énergie. Donc très vite, ça c'est la production mondiale d'énergie en térawattheure, mais peu importe l'unité. Si vous vous calez un petit peu après 2019, mais gardons 2019 en référence, vous voyez qu'il y en a 80% qui sont du charbon, du pétrole et du gaz naturel, qui tous émettent du CO2 quand on les utilise, quand on les brûle. Et puis en dessous, en bleu foncé et en vert, vert pâle et vert plus foncé, ce sont des énergies non carbonées. Donc quand on les utilise, on n'émet pas de CO2 pour faire simple. Et donc ce qu'il faut faire ça c'est le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, pour arriver à ce qu'on appelle net zéro 2050, c'est-à-dire plus émettre de CO2
et de méthane en 2050, eh bien, il faut passer de 80% de fossiles, 20% de décarbonés, à 90% de décarbonés. On peut garder 10% de fossiles